Moi, je m'appelle Vincent Hédin, je suis journaliste et je travaille sur la montée de l'extrême droite, le dérèglement climatique et la désinformation. Donc ce soir, je suis venu essayer de gagner un peu de bonne humeur en parlant des nouveaux risques sanitaires qui nous menacent à l'horizon 2050, voilà, histoire de reprendre une petite bouffée d'optimisme. Alors, je poserai principalement les questions à nos deux invités ce soir, mais on va vous passer une slide derrière sur le miracle de la technologie, avec un queer code. Normalement, vous connaissez tous ça, voilà. Donc, pour que ce soit le plus fluide possible, nos échanges à partir de dans 5 minutes, vous scannez tous cet étrange objet, vous avez les mots de passe en dessous que vous connaissez, et comme ça vous pouvez envoyer autant de questions que vous voulez, y compris de façon anonyme, et elles m'arriveront par le miracle de la technologie sur un téléphone. Une fois que j'ai dit ça, moi je n'ai pas le pouvoir protocolaire d'ouvrir cette soirée. En revanche, le président de tutélaire, Alain Payan, lui il l'a, donc j'aimerais que vous lui réserviez un accueil très chaleureux. Il y a un peu de monde. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de Tutélaire, je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Pan Piper pour cette soirée partenaire. Alors, dans un monde où les risques se transforment sans cesse, qu'ils soient climatiques, sanitaires, économiques ou numériques, notre mutuelle agit chaque jour pour offrir à chacun, y compris aux plus vulnérables, et j'allais dire surtout aux plus vulnérables, une protection solide et solidaire. Depuis près de 120 ans, je crois que nous fêterons cet anniversaire en 2027, nous poursuivons ce même engagement, être un véritable paratonnerre collectif en conjuguant solidarité, innovation et responsabilité. Et nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Cette table ronde est l'illustration même de cette volonté. Elle incarne la continuité de notre mission de protection, mais aussi l'ouverture à des sujets nouveaux qui questionnent notre modèle et notre capacité à inventer de nouvelles solidarités. En confrontant nos convictions à celles de philosophes, de médecins, de chercheurs, nous affirmons que protéger ne se limite pas à des garanties d'assurance. C'est aussi appréhender les risques émergents, comprendre les mutations de la société et chercher ensemble des réponses durables. Être une mutuelle à mission, c'est aussi travailler avec vous, partenaires, associations, institutions, acteurs de terrain, pour imaginer des protections qui tiennent compte des réalités d'aujourd'hui. Longévité accrue, précarité nouvelle, dérèglement climatique, risques numériques. Le thème de ce soir, nouvelle ère, nouveaux risques, comment protéger toutes et tous face aux défis d'aujourd'hui et de demain, illustre parfaitement cette démarche. Pour nourrir nos échanges, nous avons la chance d'accueillir deux invités de tout premier plan. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Jean-David Zetoun, médecin et épidémiologiste, spécialiste des politiques de santé. La discussion sera animée par Vincent Hédin, qui nous guidera autour de 3 grandes questions: le bilan de 80 ans de sécurité sociale, la montée de l'individualisation des risques et la construction d'un nouveau contrat capable de faire face aux défis climatiques, sanitaires et sociaux. Merci à toutes et à tous d'être présents. Votre participation est précieuse, car c'est ensemble que nous pourrons continuer à faire vivre ce modèle de protection sociale qui nous est cher. Très belle soirée et place au débat. Vous aurez remarqué que contrairement à Alain, vous n'êtes pas applaudi a priori. Donc si vous voulez être applaudi, il va falloir être bon. Je vous préviens. Alors vous avez été rapidement présenté par le président, donc Cynthia, docteur en philosophie et psychanalyste titulaire de la chaire Santé et Humanité au CNAM, autrice
d'un certain nombre d'ouvrages, mais comme on n'a qu'une heure, je vais me concentrer sur ceux qui sont particulièrement importants pour la soirée de ce soir. Si Gilles Amère, Guérir du ressentiment, et plus récemment La clinique de la dignité. Et à vos côtés, Jean-David Zetoun, médecin, et auteur d'une trilogie assez déprimante, mais voilà, je préfère être honnête. La grande extension qui montre tout ce qu'on a réussi à gagner grâce au progrès sanitaire, grâce aux gestes qu'on a tous appris à répéter pendant le Covid sur l'hygiène. Et ensuite, un qui est beaucoup plus déprimant qui s'appelle Le suicide de l'espèce, qui montre que malheureusement tous ces gains ont été épuisés et même anéantis par les pathologies de la modernité, à savoir le réchauffement climatique et la malbouffe. Et le dernier qui s'appelle Les causes de la violence, qui montre que les causes de la violence ne sont pas celles que l'on croit généralement ou génétiquement, mais que ça peut s'expliquer par plein d'autres facteurs, notamment la peinture au plomb. Voilà, comme ça je fais un petit teaser et on verra tout à l'heure. Alors, Alain a exposé un plan en 3 parties, très, très Sciences Po, et effectivement, avant de se projeter sur qu'est-ce que ça va devenir demain, cette sécu, je vous propose quand même de revenir. Aujourd'hui, elle a 80 ans, c'est un bel âge, elle n'est pas du tout encore dépendante, elle est quand même vaillante. On repense au film de Gilles Perret sur la sociale qui retrace les mouvements sociaux extrêmement importants, d'ampleur, avec des millions de personnes qui défilaient, et cette utopie qui a abouti aux 4 risques en 1945. Depuis, on a rajouté la dépendance, mais on avait même pensé qu'il fallait créer un risque logement, que personne ne devrait être à la rue. Voilà, enfin voilà, donc quelque chose de très très fort, et puis surtout un modèle intégralement universel. Personne ne devait être mis de côté. Je vais profiter d'avoir 2 docteurs pour avoir un petit diagnostic. Comment se porte la Sécu 80 ans après ? Jean-David ? Alors, le système de soins lui-même, tout le monde le sait, est en difficulté, mais comme la plupart des systèmes de soins, y compris dans les pays occidentaux, il y a une pénurie mondiale de médecins, il y a une contrainte budgétaire qui est mondiale. Donc, les difficultés qu'on connaît, la plupart des pays les connaissent. Les contre-exemples, c'est la Suisse ou Singapour, mais qui sont évidemment des exemples à partir desquels on ne peut pas extrapoler, parce que c'est des pays qui sont trop différents de nous, petits, riches, homogènes, etc. Donc le système de soins, ok, il est en souffrance, pas de problème, et ça va prendre des décennies, je pense, de sortir de cette situation. Le modèle de l'assurance maladie, c'est le meilleur modèle, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que c'est un modèle de monopole d'État sur l'offre de soins, ce qui permet à l'État, qui par ailleurs doit interagir avec beaucoup d'interlocuteurs, d'avoir un pouvoir de marché qui fait qu'il ne se fait pas trop avoir dans les négociations quand il s'agit de discuter des prix ou des conditions. Donc schématiquement, la plupart des démocraties, ou quand les pays se démocratisent, ils choisissent un modèle qui ressemble au nôtre, c'est-à-dire un modèle avec un monopole d'État sur l'offre de soins. On discutera des détails si tu veux. Et les pays qui s'autocratisent, il y a une vingtaine de pays dans le monde qui sont en train de passer en autocratie à peu près, tendent à abandonner ce modèle, même s'ils y perdent. C'est-à-dire que les dépenses de soins et la couverture sont inférieures quand ce modèle n'existe pas. Nous, on a un modèle qui est assez puissant de ce point de vue-là, avec une exception près que vous connaissez bien, puisque c'est justement les mutuelles. Après, le contre-exemple, évidemment, c'est les États-Unis, dont les dépenses de santé sont près de... Enfin, c'est entre 1,5 fois et 2 fois supérieures à la France. En pourcentage du PIB. En pourcentage du PIB. Et aux États-Unis, l'espérance de vie baisse depuis 10 ans, la couverture santé est épouvantable, et on a vu pendant le Covid que quand les gens tombaient malades, ils devaient appeler un Uber parce qu'il n'y a pas une ambulance qui peut venir les chercher. Donc, Exactement. Alors avec quelques commentaires. Donc aux États-Unis, nous on est à 80% de couverture par l'assurance maladie, 10% par les complémentaires et 10% par les patients eux-mêmes, très schématiquement. Aux États-Unis, ils sont à 50% de couverture d'État pour les très pauvres ou pour les très âgés. Et pour les autres, c'est des assurances privées. Cette fragmentation extrême est une source de dispersion des dépenses et une source de dilution du pouvoir de négociation des assureurs, qui d'ailleurs ne négocient pas le tarif des voyous de médecins comme moi qui prennent trop d'argent, même s'ils sont plus voyous là-bas qu'ici, et le tarif avec les industriels de la pharmacie, par exemple. C'est pour ça que les prix des médicaments aux États-Unis sont 2 à 3 fois supérieurs, ce qui permet au passage aux pays comme nous de faire un peu le syndrome du cavalier seul et de payer nos médicaments moins cher. Tu gagnes trop d'argent ? Tu serais prêt à appliquer une taxe à hauteur de, mettons, 2%? Je ne suis pas dans les centimillionnaires. Ah ouais. Bon, tu gagnes pas si bien que ça, alors. Bon. Ça me rassure. Cynthia Fleury, la même question, en sachant que vous, évidemment, dans vos spécialités, il y a le prisme de la santé mentale. Là, pour le coup, la France était plutôt très en avance. Et là, on a quand même... Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, mais... Quand j'allume la radio, j'ai l'impression qu'il y a un grand délabrement. Ça va aussi mal que ça ? Alors, sur la question juste, moi je ne vais pas répondre
côté modélisation économique, etc. Mais je vais quand même aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a un rapport quand même en France des citoyens à leur modèle social et notamment de sécurité sociale qui est comme pour eux le premier test de crédibilité de l'état de droit. C'est-à-dire que vraiment l'état de droit en fait vient se valider dans l'idée d'un état social de droit en fait, et pas qu'un état procédural. Hein, je le dis puisqu'en ce moment on parle beaucoup de l'état de droit. On en parle beaucoup, il va pas bien l'état de droit. Voilà, hein, mais en fait la majorité des citoyens considèrent que l'autre nom entre guillemets d'un état de droit, c'est précisément son aspect concret dans le contrat social et de justice sociale. Donc, on pourrait poser état social de droit. Et bien évidemment que un des grands piliers structurels de cette question, c'est la sécurité sociale. Et c'est demain d'autant plus essentiel, et on y reviendra tout à l'heure, que dans les nouveaux risques, il y a la question des risques systémiques, où d'une certaine manière, certes, les parcours des vies individuelles sont importants, mais la question collective est absolument déterminante. Et donc, la mutualisation, le fait de penser ensemble l'assurantiel est absolument clé. Donc, je vois mal. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, fondamentalement, structurellement, un modèle qui est de toute façon le plus efficient. Même s'il a des problématiques, même s'il est en difficulté, etc. Et donc, il faut véritablement essayer de le défendre. Alors, sur la question de la santé mentale, écoutez, c'est une question qui est cause nationale cette année. Je dirais qu'il y a plein de choses, si vous voulez. On est revenu sur le sujet de la santé mentale. Je parle encore en vulgarisation. Depuis le moment Covid. C'est-à-dire le moment Covid a fait éclater la question de la santé mentale. Elle était déjà, elle préexistait un peu avant, mais elle est devenue, si vous voulez, c'est-à-dire on a commencé à scinder beaucoup plus la question de la psychiatrie et la question de la santé mentale. Et pour plein de raisons, à la fois chacun s'est rendu compte que les risques systémiques, ça produit beaucoup d'érosion chez les individus, donc la pandémie, le réchauffement climatique, le cyberterrorisme, la guerre qui tout d'un coup, il y avait une amnésie générationnelle européenne sur la question de la guerre et puis finalement la guerre en Ukraine, etc. Enfin, tout ça, vous avez un phénomène qui vient comme ça créer des facteurs stressants très forts, mais indépendamment de ça, vous avez aussi une transition épidémiologique vers la chronicité. Et on oublie souvent de dire que les maladies chroniques, il y a un passager clandestin des maladies chroniques qui s'appelle la question de la santé mentale. Parce que vous passez 2-3 ans déjà avec une maladie chronique et vous allez très très vite comprendre que vous êtes, oui, plus sujet à des troubles anxieux, de la dépression, des troubles du sommeil, des conduites alimentaires perturbées et des TOC, des addictions, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette question de la santé mentale, elle n'est pas que sur le point direct, elle est aussi connexe en comorbidité de tout ce qui est la chronicité. Et puis par ailleurs, vous avez, et ça c'est plutôt un point positif, c'est pour pas dire que tout le monde est malade, vous avez un phénomène quand même de déstigmatisation. Donc c'est positif. Donc, parce qu'à la fois, il y a encore beaucoup de stigmatisation sur la santé mentale et en même temps, il y a des premières grandes vagues de déstigmatisation qui sont aidées par, bien évidemment, la prise de parole de grandes voix, entre guillemets, sur ces questions-là. Donc, ça renvoie à tous les vécus expérientiels des patients qui viennent faire, d'une certaine manière, du plaidoyer, qui viennent... On a eu longtemps ça s'appelait aux États-Unis Mad Pride, hein, c'est-à-dire la fierté de ceux qui sont malades, de ceux qui sont malades de la tête. Bon, les Mad Pride, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus présentes en France et elles font considérablement évoluer la prise en considération, la reconnaissance, mais aussi la prise en charge de ce soin avec la démultiplication des tiers-lieux de soins dédiés à la santé mentale. Je pense par exemple à la Maison Perchée, qui est reliée aussi au GHU. Ouais. Voilà, vous voyez. Donc tout ça fait que ce n'est pas que tout le monde est en décompensation,
il y a de fait de la décompensation, il y a du burn-out, il y a beaucoup d'érosion, mais il y a aussi un phénomène d'autorisation nouveau qui fait que des patients qui se cachaient et qui ont toujours été là, en fait, commencent à s'auto-diagnostiquer et à reconnaître que, tiens, finalement, la question de la santé mentale, ils n'y sont pas étrangers. Ça, c'est quand même extrêmement compliqué, parce que donc, j'aurai la même question pour vous après, Jean-David, mais il y a 80 ans, du fait d'un certain nombre de tabous ou autres, enfin, les personnes n'apparaissaient pas, ne se considéraient pas comme à problème, et donc du coup, en termes de prise en charge, c'était ça de moins. Tout à fait, on est d'accord. On est d'accord que c'est... Alors, c'est compliqué, parce que, en fait, c'est un... On ne va pas dire que... Mais oui, il y a des nouvelles prises en charge de maladies, il y a un phénomène aussi de pathologisation peut-être excessive sur certaines choses, et on va trop santé mentaliser des problèmes qui sont plutôt en fait des réalités sociales, etc. Et donc ça va trop individualiser le problème. Est-ce que vous parlez des parents qui veulent savoir si leurs enfants sont HPI, TDAH ou... Oui, enfin bon, bref, on ne va pas commencer à... Mais en tout cas, on sait que ça crée... ça crée une nouvelle demande, mais en même temps, on sait aussi qu'avec le temps long, faire monter en gamme une acculturation concernant la santé, ce qu'on appelle la littératie, ce sont aussi à terme, pas tout de suite, c'est d'abord des coûts dans un premier temps, mais à terme, c'est quelque chose qui, bien évidemment, vient renforcer la croissance d'un pays, vient renforcer la résilience populationnelle, etc., etc. Donc, dans un premier temps, c'est forcément un coût. Dans un deuxième temps, c'est de la prévention plus efficace. On sait qu'en France, on n'est pas très bon sur la question de la prévention. Donc, malgré tout, à un moment donné, on peut récupérer cet investissement. J'en invite sur la question effectivement des populations qui ont évolué. Cynthia expliquait à l'instant qu'effectivement on est face à des défis inédits. Évidemment le vieillissement de la population, et quand en 45 on crée la branche retraite, 60 ans c'est déjà un horizon extrêmement éloigné pour certains. Aujourd'hui on est considéré comme tout juste plus junior. Les maladies chroniques se sont installées, les maladies mentales aussi. Est-ce que c'est l'apparition de tous ces nouveaux risques qui font que le système d'un point de vue financier est autant chamboulé ? Oui, c'est une cause, bien sûr. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une importante. Justement, quand l'assurance maladie a été créée, l'espérance de vie en France était entre 65 et 70 ans. D'ailleurs, à l'époque, l'INSEE publiait des rapports en pensant qu'on ne progresserait pas, en disant, bon voilà, les gens meurent maintenant de maladies cardiovasculaires. La maladie cardiovasculaire était vue comme une fatalité du vieillissement. Et donc, ils disaient, bon, voilà, c'est fini, on est au plafond, ça y est, on est au max, c'est super ce qu'on a fait, mais ça n'avancera pas. Et l'histoire était un petit peu différente, puisque l'espérance de vie en France, elle est entre 79 et 86 ans, selon qu'on est un homme ou une femme. Aujourd'hui, les records women du monde, c'est les japonaises, 88 ans. Demain, ce sera peut-être l'Espagne ou Singapour. Donc, oui, le vieillissement augmente mécaniquement l'existence d'une ou de plusieurs maladies chroniques. Alors, il y a des nouveaux facteurs qui font qu'on a plus de maladies chroniques chez les jeunes. Aux États-Unis, vous avez vu ça il y a 2 semaines, par exemple, il y a eu un report dans le JAMA qui a dit que... Dans une revue de médecine, qui a dit que rester assis, 1 enfant sur 4 aux États-Unis a une maladie chronique. Évidemment, l'obésité joue un rôle majeur, mais il y a aussi les armes à feu, par exemple, et d'autres facteurs qui font que les Américains sont dans un état de santé physique déplorable. Est-ce que c'est cette étude qui dit que les jeunes Américains ont en moyenne 78% de chances de plus que les autres Occidentaux de mourir avant 18 ans ? Alors, peut-être. Et 3400% par arme à feu. Donc ça doit être celle-là. Voilà. Bon. Donc il y a une augmentation mécanique par un effet démographique, et il y a une part de l'augmentation, alors on ne sait pas bien quantifier la part de chaque, épidémiologiquement c'est très difficile, qui est liée à une augmentation de certains risques. Alors moi, c'est ça qui me tient le plus à cœur, c'est des risques qui sont dramatiquement ignorés par les leaders politiques, sur le fait que, ça je pense que vous en avez entendu parler pour la plupart d'entre vous, on a une augmentation des cancers précoces dans la plupart des pays du monde, pour une quinzaine de localisations de cancers par exemple. Donc le cancer colorectal augmente entre 35 et 50 ans pour des raisons qui sont pas très bien connues, mais suffisamment connues pour agir sur les causes, et pourtant on ne le fait pas. Et c'est pareil pour d'autres cancers. Le cancer du sein, c'est le cas. Le nouvel élément hypocondriaque qu'on a, nous, gastro-entérologues, qui nous cause des soucis en consultation, c'est le cancer du pancréas, parce que tout le monde sait que le cancer du pancréas augmente, et tout le monde sait que le cancer du pancréas est incurable. Donc maintenant, dès que les gens ont mal à l'estomac, ils ont l'impression que c'est peut-être un cancer du pancréas, ils nous demandent de faire des examens, et dès que quelqu'un va prononcer le mot pancréas, par exemple, quand ils vont au laboratoire, ils appellent 15 fois au cabinet pour avoir un rendez-vous dans la demi-heure. Donc,
oui, il y a aussi une augmentation de certaines maladies précoces à des âges où on ne devrait pas en avoir. Alors on y reviendra dans la troisième partie sur les nouveaux risques, mais juste pour mettre des sous-titres pour l'assistance, quand tu dis... Pardon, excusez-moi, je vais quitter cette fiction du vouvoiement parce que c'est ridicule. Quand on dit les nouveaux risques, en fait, c'est quand même grandement l'exposition aux pesticides. Alors, les risques, si vous voulez vous les schématiser simplistiquement, vous avez les risques du XXe siècle qui sont le tabac et l'alcool. Donc le tabac, c'est entre 7 et 8 millions de morts par an dans le monde selon qu'on prend en compte le tabagisme actif ou passif. L'alcool, c'est 3 millions. Donc c'est énorme. Il y a 66-67 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde. Donc vous voyez, 7 ou 8 millions ou 3 millions, c'est beaucoup. Donc c'est énorme, mais c'est en décroissance. C'est-à-dire que le nombre de cigarettes totales fumées dans le monde augmente par un effet démographique, mais le taux de tabagisme, donc le pourcentage d'une population qui fume, est en baisse pour une seule raison qui s'appelle les politiques anti-tabac. Donc les États savent mater les cigarettes. Ils le font trop lentement, ils le font avec trop de mollesse parfois. En France, par exemple, on est à 24%, ça stagne. Mais on sait faire baisser le tabac. L'alcool, ça baisse aussi. Pour des raisons qui sont un petit peu différentes, il y a une part de politique anti-alcool et il y a une part aussi générationnelle. C'est pour ça que les industriels de l'alcool sont paniqués, qu'à chaque Dry January, ils disent « Arrêtez, vous allez totalement nous les faire arrêter de boire, déjà qu'ils boivent moins ». C'est ce qu'on veut. Et donc ça, c'est un peu plus sous contrôle. Les risques du XXIe siècle sont l'alimentation et l'environnement. L'environnement, c'est la pollution principalement, 9 millions de morts par an dans le monde, entre 40 et 80 000 en France. L'alimentation, rien que pour l'obésité, c'est 5 millions de morts par an dans le monde, 40 000 par an en France, donc ça fait beaucoup par jour. Et ça, c'est les nouveaux risques du XXIe siècle qui sont, eux, en croissance. Et j'ajouterais pour l'obésité, en croissance dans 100% des pays du monde. Oui, juste, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais si vous vous demandez aujourd'hui quelle est la première cause de mortalité en Afrique, c'est le diabète. Loin devant le VIH, donc loin devant tout autre. Donc on a véritablement, c'est des problématiques de malnutrition qui, en fait, emportent l'ensemble des pays et des sociétés, et pas que les sociétés occidentalisées, dites riches, etc., etc. Non, parce que la FAO, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, a fait paraître un rapport selon lequel il y a désormais plus d'enfants obèses dans le monde que d'enfants dénutris. Et ça, c'est quand même une révolution anthropologique jamais vue. Bon, pour pas être que négatif, cette sécu, elle a quand même apporté beaucoup de choses. Tu le disais, on pensait que l'espérance de vie, c'était 70 ans, on est plutôt à 80. À une époque, elle a quand même, le système de protection sociale a beaucoup fait baisser la pauvreté, même si là, elle a tendance à repartir depuis 10 ans comme les personnes sans abri. Au fond, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'à cause de l'insolvabilité du système, il va falloir choisir et quitter l'universalité. Il y a 10 ans, il y a un candidat à la présidentielle, ça lui a pas valu du bien, qui avait même dit, en fait, on va séparer la sécu en deux, avec les gros risques qui seront toujours assumés par l'État, et la bobologie, je crois que c'était ces mots, c'est François Fillon pour celles et ceux qui ont oublié, et la bobologie sera prise en charge par les citoyens. Donc là, je veux bien votre éclairage à tous les deux, parce que Cynthia, tu disais que les Français sont quasiment plus attaché à la carte vitale qu'à la carte bleue, donc c'était un coup de canif dans le contrat républicain. Et Jean-David, est-ce que c'était juste une bonne idée financièrement ? Non, mais je pense qu'il y croyait. Je pense que c'est pas parce qu'il était ami avec Henri de Castries qu'il voulait faire ça. Donc je pense qu'il y croyait. Je pense que c'était sincère de sa part. Mais c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon d'augmenter la dépense totale de soins d'un pays. Pourquoi ? Alors pourquoi ? À cause des raisons que j'ai dites tout à l'heure. C'est-à-dire que plus il y a d'acteurs, plus vous avez une fragmentation des dépenses. Aux États-Unis, il y a 500 assureurs privés différents. Chacun a ses dépenses administratives. Et donc, évidemment, tout ça, c'est une dilution. L'autre élément que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité de négocier contre votre interlocuteur qui est un offreur de soins, industriel pharmaceutique, dispositifs médicaux, médecins, hôpital, etc. Et donc, ça aurait inévitablement abouti à ça. Et en plus, pour un homme qui veut être un homme d'État, ça veut dire qu'il se prend le plus cher. Alors là, franchement, je ne comprends pas. Cynthia, même question. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette rhétorique du « there is no alternative » qui revient en disant maintenant, il faut créer un système à deux vitesses. Pareil, même pour les retraites, revient épisodiquement la période qu'il faudra bien sortir d'un modèle uniquement de cotisation et aller vers un modèle de répartition. Pareil pour la santé. L'individualisation des risques, est-ce que c'est vraiment inéluctable ? Je demande ça à la cofondatrice du comité Roosevelt qui était plutôt contre. Oui.
Alors non, mais on a effectivement un télescopage très fort entre, on va dire, des politiques plutôt d'inspiration néolibérale qui essayent de marchandiser le territoire de la santé parce que c'est un marché mais extraordinairement lucratif, comme on a dans d'autres endroits marchandisé, comme c'est pas permis l'éducation. Et puis vous avez une autre culture qui est celle de dire, mais en fait non, hein, c'est les tragedy of the commons, hein, c'est-à-dire de dire mais non, il y a des biens communs et ces biens communs ont une modélisation économique très très efficace qui demande plus de régulation, d'interventionnisme de l'État, et ça marche très bien, sauf que oui, les grands acteurs privés ne s'y retrouvent pas. Donc en fait c'est une bagarre. Donc demain il va falloir trouver la juste combinaison avec un socle fort, plus que socle même, de mutualisation et de continuer sur cette défense de la santé publique comme bien commun, comme charge commune, comme la clinique de la dignité, un livre que j'ai écrit, parlait de ça justement, de cette pénibilité qu'il nous faut porter ensemble et non pas de manière séparée, pour une raison très simple, encore une fois, que nous sommes en interdépendance, que les questions des risques systémiques sont énormes, que la santé en fait publique, c'est sans doute le premier pilier de la croissance économique d'un pays, enfin on le sait depuis le 18 et le 19e siècle, enfin, et que donc il y a fondamentalement mais aucune raison à individualiser cela, sauf à enrichir une certaine catégorie d'acteurs du marché. Tu voulais rebondir sur l'individualisation ? Oui, mais d'ailleurs, un pays qui est plus capitaliste que nous dans l'état d'esprit, qui est le Royaume-Uni, a un îlot communiste qui est son système de soins, et les Anglais sont, comme nous, très attachés à leur système de soins, dont ils savent que c'est une anomalie communiste dans un pays qui est très libéral par ailleurs, en tout cas concernant les grandes villes, mais ils y tiennent, alors qu'en plus, il est très défaillant par rapport au nôtre. Hein, mais il est défaillant parce qu'ils y mettent moins d'argent. C'est 8 à 9% du PIB, nous on y met plutôt 12%. À la fin, le résultat est moins bon. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il faut réformer la Sécu. Pour finir sur le bilan et aller justement sur les individualisations et les nouvelles protections, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grande réforme d'ampleur qui ait réussi à vraiment faire une espèce de boom. On est toujours très hospitalo-centré, même de plus en plus. Les files aux urgences s'allongent de plus en plus. On a toujours les mêmes pénuries sur les métiers. On nous avait promis monts et merveilles après le Ségur de la santé. Voilà, on en connaît les résultats. Comment est-ce que vous expliquez que dans un pays qui soit aussi attaché à son système de soins, on n'ait pas réussi à le réformer ? À part qu'il faut mieux voter, mais ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Non, moi, mon expérience de conversation avec les leaders politiques, c'est que la santé, pour eux, c'est un truc un peu opaque. Il y a un coût d'entrée terrible pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, soit ils essayent naïvement, comme tu disais, d'appliquer un logiciel libéral en disant « ce truc-là ne marche pas parce que c'est pas assez libéral, on va mettre de la concurrence, vous allez voir, ça va être très intéressant. » Et en fait, si ça arrivait, ce serait un désastre. Soit ils osent pas trop. Et donc, du coup, ils touchent pas trop. Et notre président, qui quand même a au moins la qualité d'être analytiquement intelligent, bah même ça lui résiste. On voit bien que quand il parle de ça, c'est moins pénétrant que quand il fait des discours sur des sujets avec lesquels il est plus à l'aise. Donc moi, je pense que le marché de la santé, ça reste un marché, même si c'est un marché très particulier, c'est très à part. Il faut beaucoup de temps pour le comprendre et pour essayer d'avoir une vision. Et il y a très peu, effectivement, d'intellectuels. Nicolas Revel, par exemple, appartiendrait pour moi à ça. Ce serait un très bon ministre de la Santé parce qu'il a une vision. Mais ça fait 15, voire 20 ans qu'il est dedans. Et donc, il commence à avoir compris comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne. Revel, c'est bien le directeur général de la PHP. De la PHP, qui était avant directeur de la Sécurité sociale. La CNAM, de l'assurance maladie. La CNAM, pas le CNAM. Tu voulais compléter ? Oui, non, pas du CNAM, c'est pas ton patron. Non, mais oui, à ceci près que ta question, en tout cas en France, la grande capacité de réforme structurelle française, elle est, je ne vais pas dire limitée, mais je veux dire, c'est pas que un problème qui tombe sur le système de la santé, c'est des choses complexes sur les retraites, c'est des choses complexes sur l'éducation, etc. On est un pays qui a construit savamment un système malgré tout très protecteur du statutaire déjà en place. Et donc, pour se dessaisir de cela,
pour créer des nouveaux types de protection avec plus d'agilité, etc., il faut se heurter à ce système corporatiste qui préexiste, si tu veux. Et donc de changer ça, c'est pas si simple. Parce qu'il faut du courage politique, il faut prendre des décisions qui vont nécessairement fâcher des acteurs, peut-être parfois minoritaires, mais extrêmement avec une puissance de nuisance forte. Enfin bref, il y a quantité de raisons qui font que ça vrille, et nos politiques, ils n'aiment pas contracter contre eux-mêmes non plus. Je veux dire par là que tu as un juge de paix qui s'appelle l'élection, tu as un juge de paix etc. Et donc, c'est vrai que ça résiste dans différents endroits quand même, là, les réformes. Bon. Donc il n'y a pas un immense New Deal qui nous attend. Donc voilà, pour le bilan, on voit effectivement toutes les avancées qu'on a eues, qu'on a les limites. Je vous propose mais d'ailleurs, vous remarquerez que aucun candidat à l'élection présidentielle ne fait campagne sur la santé. Alors que c'est le sujet de préoccupation numéro 1 ou 2 dans la plupart des enquêtes Macron 2017 sur l'optique et les dents. Ok, c'est pas central dans son programme. C'est pas pour ça que j'ai voté pour lui, si tu veux, mais j'ai pas voté pour lui. Peut-être que demain, ils feront davantage, justement, campagne sur la santé et sur la nécessité, encore une fois, parce que je pense que sur les questions des risques systémiques, c'est absolument clé. Donc, nécessairement, on va aller alors avec cette problématique qui est que, de la protection du modèle, et en même temps de prendre en considération la singularité des parcours, donc quand même des formes plus personnalisées de médecine. Et c'est tout le problème à la fois de personnaliser les parcours, de personnaliser l'intelligence, du monitoring, et de ne pas basculer ni dans de la surveillance, ni dans du crédit sanitaire lié à cette surveillance, et dernier temps, ni de l'individualisation assurantielle. Donc en fait, c'est compliqué, mais c'est quand même ça qui va se passer, c'est-à-dire de trouver la bonne combinaison entre cette démarche du commun, de la mutualisation, et en même temps d'affiner aussi sur la particularité des trajectoires de chacun. Comme tu nous lances, sortons du bilan, et donc avant de finir sur les risques vraiment systémiques qui menacent, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour la prise en charge de tous les risques qui concernent les individus? Il y a beaucoup de nouveaux risques, je pense à la question des aidants, parce que dans quelques jours ça va être la journée nationale, et on sait que c'est plus de 8 millions de personnes en France, donc c'est quand même assez colossal, et puis ça pose des problèmes anthropologiques jamais vus. Enfin, comment on fait, puisque la plupart sont salariés, s'occuper d'un proche aidant, ça peut bouffer tout son temps, qui va s'en occuper? Mais effectivement aussi, comme tu l'évoquais, sur la question juste du système de soins et de la prévention, il y a un certain nombre d'acteurs privés, qu'on ne citera pas, mais qui avaient pensé à faire des offres de soins où on payait un forfait en fait indexé sur je crois que c'était un podomètre, et donc en gros si tu faisais tes 10 000 pas par jour, tout d'un coup tu avais une réduction de 10 € par mois parce que tu étais un bon citoyen, et à contrario, si tu ne marchais pas, tu avais été un mauvais citoyen, et donc tu devais payer plus cher. Docteur, est-ce que c'est une bonne prescription? Alors c'est illégal déjà de faire ça à ma connaissance. Je crois que Generali avait proposé un truc, c'est choquant, et que ça a été considéré comme illégal. De façon supérieure, les études aux États-Unis, puisque évidemment nous on a un taux d'obésité de 16%, aux États-Unis c'est 40%. Et ils savent que c'est un problème colossal qui leur coûte une fortune. Les dépenses pour le diabète aux États-Unis, c'est 1 milliard par jour. Donc, ils sont ça fait mal. Donc, ils sont conscients de ça, et ils essayent de faire ça, mais ils essayent à l'américaine, et donc en faisant exactement ce que tu... Du nudge, ce qu'on appelle. Ouais, et lié à l'argent. C'est pas seulement qu'on vous incite à faire un truc en vous envoyant des petits signaux pour vous faire changer vos comportements de façon douce. C'est qu'on conditionne à ça votre couverture. Les études montrent que ça ne marche pas. Les gens mangent mal ou ne bougent pas assez pour des raisons qui sont plus profondes que les simples raisons matérielles. Et donc même aux États-Unis, où l'assurance privée est beaucoup plus chère qu'en France, encore une fois entre 2,5 fois et 3 fois plus chère, eh bien la carotte de l'argent ne fonctionne pas quand les gens ont un comportement alimentaire pathologique. C'est pour des raisons qui sont supérieures à une histoire de sous, même s'il s'agit de beaucoup de sous. Est-ce que la psychanalyse est d'accord avec ça? Si vous voulez, sur la question de l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Donc,
tout à l'heure, juste dans les risques systémiques, et c'est quand même notre sujet aussi, vous allez voir, on va avoir un autre risque systémique de plus en plus fort et terrible par rapport au fait que on est quand même normalement des héritiers des Lumières. Ce risque systémique, c'est la post-vérité. Ce risque systémique, c'est l'infodémie. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de citoyens qui vont contourner les procédures de santé publique. On parle des antivax, etc. Et donc, c'est très problématique parce que malgré tout, on est à un niveau normalement tout à fait considérable de médecine, mais vous avez aussi un niveau de défiance qui devient de plus en plus fort. Et donc, ça fait un désaveu d'une partie des citoyens important. Et donc, là aussi, ça va venir, se frotter sur l'efficience, sur l'efficacité de nos protocoles de santé publique, parce que ça contourne. Et il faut savoir que ça contourne comme ça par le haut, c'est-à-dire par, entre guillemets, des prismes, des biais complotistes, etc. Mais ça contourne aussi par l'ultra-vulnérabilité, donc c'est-à-dire par des problématiques de justice sociale où plus vous êtes vulnérable, plus vous contournez le soin, pour plein de raisons. C'est soit des mécanismes de défense, soit vous considérez que vous n'avez pas les moyens de toute façon de tomber malade, donc inutile d'aller vous faire dépister. C'est encore la meilleure façon de ne pas tomber malade. Oui, c'est des techniques basiques de mécanismes de défense. Ça s'appelle le déni, le clivage. Shadow, quoi, oui. Voilà. Et on a toujours fait ça. Donc, il faut... Et les vulnérables, les précaires, on en a de plus en plus. Et donc, eux aussi contournent pour des raisons fonctionnalistes. C'est-à-dire pour bien fonctionner, pour mieux fonctionner, je ne vais pas aller me soigner. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça les mécaniques, entre guillemets, un peu psychotiques dans lesquelles on s'enferme. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que demain, de toute façon, il y aura du contrôle sans doute sanitaire et que là, hélas, il y aura un consentement aussi de la population à ça. Parce que c'est c'est terrible. Et donc, il y aura les deux, mon capitaine. Il y aura à la fois ceux qui vont défendre toujours, et qui auront, j'espère, encore de la puissance sur la mutualisation, les communs, etc. Et puis, il y a des tentatives qui vont effectivement dire, après tout, quand même une petite partie d'individualisation de l'observance, c'est quand même important. Et donc, ça va être des toutes petites choses, parce qu'on sait très bien que dès qu'on conditionne la couverture à l'observance, en fait, on discrimine encore plus les vulnérables, puisque en fait, les problématiques d'observance sont souvent pas liées à la volonté. Elles sont liées à plein de choses, mais pas nécessairement la volonté. Elles sont liées, encore une fois, aux conditions sociales, à l'acculturation, etc., etc. Pardon d'être trop longue, mais tout ça. Mais il n'empêche que vous voyez déjà chez les citoyens une espèce de consentement léger sur le fait de dire, attendez, quand même, celui qui fume, celui qui fait ceci, celui qui ne marche pas, bon, après tout, il peut y avoir ici ou là quelques malus, ou en tout cas, demain, les applications, l'intelligence artificielle, le monitoring de la santé peut nous aider à quand même... La dystopie de la dictature du bien-être, quoi. Quand même, voilà, et je vois ça quand même pointer, alors que oui, c'est pas nécessairement forcément une bonne idée, mais vous dire que ça n'arrivera pas, je ne peux pas le certifier totalement. Alors juste avant de finir sur la dernière partie comme promis sur les risques systémiques qui se pointent, je voudrais donner la parole à Pascale Dinowski, qui est la directrice de la communication de l'association Entourage, qui est au plus près des gens qui sont en situation de grande précarité. Et donc peut-être un petit éclairage sur ce que vous avez entendu et nous raconter un peu effectivement les nouveaux risques auxquels les individus en grande précarité sont confrontés. L'OMS a sorti récemment un chiffre. Il y a 100 personnes qui meurent par heure d'isolement dans le monde. Donc on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que l'isolement social, c'est un facteur de risque de santé mentale et de santé physique. Et nous, on travaille en fait, Entourage, c'est une association, c'est une social tech. On crée du lien social pour les personnes en précarité isolée. Alors c'est quoi? C'est que je dise pas de bêtises, c'est 9 millions de personnes pauvres en France qui ont moins de 1 216 € par mois. Et les personnes isolées, c'est 11 millions de personnes en France. Donc nous, on travaille sur ces gens-là. Alors c'est qui ces gens-là? C'est
des étudiants, des travailleurs précaires, des familles monoparentales, c'est un gros sujet. Les migrants, évidemment, les seniors, voilà, il y a de quoi faire. Et comment on s'occupe de ces gens? En fait, on a 2 programmes, avant que je rentre dans le détail de ce qu'ils vivent par rapport à la santé. On a une app sur laquelle on a 200 000 inscrits. Cette app permet de créer ou d'assister à des événements de convivialité en mixité sociale et ça permet de faire du don de matériel. Le deuxième programme, c'est l'accompagnement au retour à l'emploi. On cherche des coachs bénévoles qui accompagnent des candidats qui cherchent à se réinsérer. Et tous ces gens-là, en fait, ont ont un point commun, c'est qu'ils sont isolés. Et l'isolement social, en fait, fait que ils ont plus envie de parler, etc. Et alors, nous, on observe en fait une augmentation des problématiques de santé mentale, de problématiques de santé dans notre population. Et alors pourquoi? Si j'ai le temps juste d'expliquer un peu leur parcours, c'est que on a une première étape avant, quand on va voir le médecin, c'est l'accueil pour ces gens-là est stigmatisant. Tous les médecins n'acceptent pas l'AME. Il y a des troubles psy, donc j'ose pas aller voir un médecin. Et puis il y a le refus d'aller voir un médecin pour diverses raisons, addiction, etc. Ensuite, quand je vais voir un médecin, je ne tape pas sur les médecins, mais j'explique juste le parcours, pardon. Il y a des soins inadaptés. On parle notamment du symptôme méditerranéen, soi-disant que les femmes méditerranéennes expriment plus leur douleur, surenchèrent la douleur, donc on va minimiser ce qu'elles ont. Les services d'urgence sont inadaptés. Alors je raconte tout ça un peu de façon très schématique, mais c'est pour aller vite. Et puis après, il y a aussi les sorties prématurées parce qu'il n'y a plus de place pour recevoir ces gens-là, etc. Bref, c'est compliqué. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment de leur redonner du réseau, de leur redonner du lien social à travers ces événements, cet accompagnement, etc. Et on a une mesure d'impact qui montre que les gens se sentent mieux, se sentent accompagnés. En fait, je dirais que c'est comme un muscle, en fait, la santé sociale. Je regarde le médecin qui me regarde, je dis dis des conneries. Non, la santé sociale, en fait, c'est comme un muscle. Si vous vous en servez pas, ça se rétracte, exactement. Et le fait de se remettre en situation, de reparler à des gens, de re-rencontrer des gens, ça me remet dans une dynamique de lien social. Et je voudrais juste raconter, pour finir, le cas d'Abderrahim avec qui j'étais hier, qu'on a coaché pour retrouver un emploi. Ce monsieur, en fait, était directeur informatique. Sa femme l'a quitté. Il a perdu son job. Il a perdu son père. Et il est tombé malade. Et en fait, il explique, j'ai une famille pourtant, je suis diplômée, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, je me suis refermée sur moi-même et je n'avais même plus, le courage d'aller faire mes courses, le courage de parler. Je me suis complètement renfermée. Et le fait de se retrouver accompagné, parce qu'il a eu la chance qu'on le mette sur notre programme Entourage Pro, le fait de le remettre dans cette dynamique de relation, d'échange, lui a permis de refaire un CV, il est en travail, enfin bref, il n'a pas encore retrouvé un job, mais il est dans une dynamique de je m'en sors et je vais retrouver un job, et il a retrouvé le sourire et c'est magique. Merci beaucoup. Ça fait du bien et puis ça fait la bascule vers la dernière partie qui est effectivement qui est-ce qui va prendre en charge les nouveaux risques, parce qu'on entend bien que ce que fait Entourage, c'est pas la sécurité sociale qui peut le faire, et donc ça interroge sur qui doit prendre sa part face aux nouveaux risques qui nous menacent, notamment les risques d'isolement, les risques de manque de prévention. Est-ce que ça peut être que la Sécu? Est-ce que les vrais mutualistes, à côté des acteurs privés qu'on a évoqués tout à l'heure, ont un rôle plus important à prendre? Non, mais il y a un Premier ministre qui l'a dit, alors il n'a pas eu le temps de l'appliquer, mais tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares. Donc on a des pollueurs, ils sont faciles à identifier. On a des industriels de l'alimentation qui sont aussi faciles à identifier sur ce qu'ils mettent en vente en supermarché et qui est directement responsable de l'obésité chez les plus vulnérables, et ainsi de suite. Pour moi, il y a un levier monumental totalement inexploité. Et j'ajoute un truc. Est-ce que comme c'est dans le suicide de l'espèce, est-ce que tu peux rappeler ce que les pathologies de la modernité, malbouffe, diabète, etc., coûtent chaque jour aux dépenses de santé aux États-Unis?
Oui, alors en gros, je pense que la figure la plus impressionnante que j'avais trouvée pendant cette recherche, c'est que les dépenses de soins pour maladies chroniques aux États-Unis, dont la plupart sont au moins en partie d'origine alimentaire, sont 3 fois supérieures à la totalité des profits des supermarchés et des restaurants aux États-Unis. À tel point qu'un ami qui est épidémiologiste à Yale m'a dit: on devrait leur donner les 700 milliards et leur dire maintenant laissez-nous tranquilles, on va se débrouiller sans vous, parce que de toute façon il nous reste tellement d'argent avec ce qu'on n'a pas dépensé à cause de vous qu'on va bien arriver à faire quelque chose. Donc dans l'ensemble, le message que je voudrais faire passer, que j'ai répété des milliards de fois, c'est que toutes ces industries détruisent plus de valeur économique qu'elles ne créent de valeur économique. Donc si vous prenez par exemple tous les profits du sucre en France, c'est très inférieur au coût de l'obésité et du diabète. Et on peut multiplier les exemples. Donc, à chaque fois, aller prendre l'argent chez les industriels qui sont coupables de ces problèmes, c'est logique déjà d'un point de vue moral et en tant que société. Économiquement, c'est efficient. Et j'ajoute un truc, c'est que pour les industries dont on a besoin, parce que nous avons besoin d'une industrie alimentaire. L'industrie du tabac, on pourrait très bien vivre sans. En plus, si c'est une industrie qui est très capitalistique, c'est pas beaucoup d'emplois. Donc, pour les industries dont on a besoin, le shift, on va dire la transition en interne, n'est pas péjoratif sur le plan économique. Je vais vous donner un exemple. Le Nutri-Score a été déployé sur, avant c'était 60%, maintenant c'est à peu près 40% du parc alimentaire. Mais il y a des industriels qui ont joué le jeu du Nutri-Score. Le Nutri-Score est un outil scientifique, solide, transparent, objectif. Donc, le Nutri-Score a été déployé chez beaucoup d'industriels de l'alimentation. Et qu'est-ce qui s'est passé chez ces industriels ? Rien. Ils ont continué à gagner leur argent comme avant. Soit ils ont quand même vendu certains produits, soit ils ont fait, sans le dire, ça je me permets de faire passer ce message aujourd'hui, une transition de leurs produits, ils ont modifié leurs produits pour que la couleur tende du rouge vers le vert et qu'il y ait un effet de nudging comportemental qui là par contre marche plutôt bien et que les gens tendent à se reporter vers le vert et donc vers des produits qui soient moins mauvais. Pour autant, ces industriels n'ont pas licencié des gens, ils n'ont mis personne au chômage. C'est qui les boîtes qui ont changé leurs produits ? Parce que moi, je connais les boîtes qui ont attaqué le Nutri-Score. Ça, c'est connu, c'est Danone. Mais Alors, de toute façon, quand les industriels sont contre intrus, c'est que ça va marcher. Ça, je vous le dis. Si on dit on va éduquer les gens, les industriels disent ah ouais, c'est génial, on va les éduquer. En fait, ça va pas du tout marcher. Et donc, les industriels disent oui, on va le faire si vous voulez, on vous donne même un peu d'argent. Quand les industriels sont contre une mesure, c'est qu'ils savent que ça va avoir un impact sur les ventes, donc ils n'en veulent pas. Pareil donc il y a des industriels qui ont... parce qu'ils étaient contre Yuka aussi, par exemple, à qui ils ont tenté des procès. Alors, Yuka, c'était très particulier. C'était l'industrie de la charcuterie qui avait fait exprès de vouloir étouffer Yuka juridiquement en faisant des procès dans chaque département pour que Yuka, qui n'est pas une boîte qui gagne beaucoup d'argent, n'ait pas les moyens de se battre juridiquement. Heureusement, ça s'est bien fini pour Yuka, qui maintenant est plutôt en phase de développement. Et dont 60% du score vient du Nutri-Score. 30% vient de un truc sur 10% sur le bio et 30% sur le chimique, je crois. Cynthia, même question, c'est sur l'avenir, la prise en charge des nouveaux risques. Donc Jean-David est assez clair sur appliquer le principe pollueur-payeur, mais avant qu'il paye, comment est-ce qu'on fait pour protéger davantage les citoyens si tout d'un coup on a une sécu à 2 vitesses ? Est-ce que ça veut dire que c'est via des mutualistes pour ceux qui travaillent ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne travaillent pas ? Comment est-ce qu'on va avoir ce système très, très fragmenté ? Alors, moi, je suis encore une fois pas économiste de la santé, donc je ne vais pas devenir spécialiste de ce que je ne suis pas. Mais en fait, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies fortes contre les grands acteurs de la dérégulation, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire les industriels. Et de fait, si vous voulez, on ne peut pas à chaque fois ne produire un système qui vient non pas empêcher, mais simplement gérer la catastrophe. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, on a la question du Nutri-Score, elle est clé, mais on a à travailler considérablement plus avec les industriels pour que les aliments transformés, etc., changent et que la question de la santé et de la fabrique commune, encore une fois, avec les industriels, c'est assez clé. Après, vous avez toute la question de la culture. Malgré tout, il y a des leviers. Alors c'est long, c'est des temps longs. Je veux dire par là que c'est ce qu'on appelle la littératie, c'est ce qu'on appelle le fait de prendre en considération demain son corps d'une autre façon. Ça commence dès le plus jeune âge. Et de la même façon qu'on a
transformer en, allez, peut-être 15 ans, 20 ans, la nouvelle génération en faisant plutôt une génération proche de la question du réchauffement climatique, ce qui n'était pas le cas de ma génération, mais ça n'a pas été travaillé n'importe comment, ça a été travaillé parce que dès l'école, on a considéré que cet enjeu de la transition écologique, c'était un enjeu clé et qu'il fallait demain avoir des citoyens qui étaient beaucoup plus enclins à comprendre cette question. Donc on doit même faire la même chose demain sur des cultures préventives de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes dans les écoles, parce que c'est aussi ce qui viendra changer les comportements de façon plus structurelle et pas simplement dire à la Sécu, bah tiens, vous payez les nouveaux risques, etc. On viendra transformer et emmener les uns et les autres vers tout simplement des comportements par rapport à sa santé qui sont de plus en plus efficients, de plus en plus tôt. Donc ça aussi, on peut parier là-dessus, sur, entre guillemets, le vieux système de l'éducation, la culture, la prévention, qui, encore une fois, est très sous-investi en France. Hein. C'est des budgets qui sont... On peine à être à 2% du budget de la santé publique concernant la prévention. Donc on peut très très sincèrement, considérablement travailler sur ça aussi. Je te voyais... Oui. Non, juste je te regardais. Parmi les autres risques effectivement qu'on n'avait jamais vus, il y a des questions de dérèglement climatique. On a beaucoup parlé des pollutions, des pesticides. Cet été, l'Assemblée nationale a voté une loi qui a vu en retour de boomerang une pétition qui a battu un record historique. Et contrairement à celle de Philippe de Villiers, celle-là, elle n'était pas trafiquée. Elle était sur le site de l'Assemblée nationale et il fallait mettre son identifiant France Connect. 2,3 millions de signatures contre la loi du plomb. Au moment du vote à l'Assemblée, il y a Fleur Breteau, qui est la porte-parole du collectif Cancer Colère, qui avait hurlé. J'entends tout ce que tu dis sur le rôle de l'État demain, sur le fait de contraindre les épandeurs de pesticides, etc. Mais pour ceux qui sont là aujourd'hui, pour les nouvelles personnes atteintes de pathologies chroniques, comment est-ce que tu vois le rôle des acteurs qui sont à côté de la Sécu, donc les mutualistes, par exemple? Difficile parce que le pilotage n'existe pas. Donc l'État devrait collaborer avec les assurances complémentaires et encore plus avec les mutuelles qui ne veulent pas faire de profit pour essayer de se répartir les rôles sur la prévention, par exemple, en disant voilà, si vous nous faites ça, nous on estime qu'on va faire ça comme économie, donc on partage les gains. Ça n'existe pas aujourd'hui. Mais je ne vois pas d'autres modèles, à part la fusion qui n'existera probablement jamais, parce que c'est trop compliqué et que personne n'a envie de s'y coller. Donc je ne vois pas d'autre modèle que de collaborer pour cibler les besoins en disant nous on est moins bon à ça et vous touchez, vous par exemple c'est 400 000 personnes, les 400 000 personnes vous les touchez directement, faites ça pour nous, à la fin on pense qu'on économisera ça et donc on peut partager. Ça n'existe pas et je pense que ce serait une piste assez sérieuse. Pour ce qui est, si je peux répondre à ce que tu as dit sur les... Moi je pense que sur l'environnement, justement c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a un coup à jouer politiquement. Vous savez que le meilleur président des États-Unis en termes de politique environnementale, c'est aussi un des plus antipathiques et qui n'en avait rien à foutre de l'environnement, c'était Nixon. Nixon avait compris qu'il y avait une conscience environnementale américaine dans les années 70 pour deux raisons qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il a fait, mais comme c'était un malin, il l'a fait. C'était le livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, qui avait été publié dans les années 60 et qui avait choqué tout le monde, et le nucléaire. Les Américains, dans les années 60-70, avaient très peur du nucléaire. Et donc, il a vu ça, et il a eu une politique environnementale diabolique. Il a créé l'EPA et il a fait passer plein de lois sur l'air propre, sur le plomb, qui ont réellement assaini l'environnement américain. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous trouvez encore du plomb sur le bord des routes, mais c'est du plomb qui date des années 50-60. Maintenant, il n'y a plus de nouveau plomb qui est produit dans l'environnement américain. Et donc, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience environnementale forte aussi dans la société française, et qu'elle n'est pas... Elle est mal vendue probablement par les partis écolos, donc elle n'est pas sexy, ou on n'y croit pas. En tout cas, ça ne marche pas. Mais je pense qu'il y a un coup à jouer pour un politique qui serait un peu malin, de dire qu'il va s'occuper de ça parce qu'il y a une préoccupation qui est élevée. L'avantage de tous ces petits scandales qui se rajoutent, le cadmium, les hexanes, les PFAS, c'est qu'à la fin, les gens commencent à se dire notre environnement, il y a un truc qui n'est juste pas OK.
Ça va pas très vite quand même pour qu'ils réalisent. J'ai 2 dernières questions qui sont arrivées de la salle. Bon, on a essayé de l'aborder 1 ou 2 fois, mais je vous la repose quand même. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que le budget consacré à la prévention est si faible? C'est le fait que c'est des intérêts divergents. Oui, un manque de vision, et aussi, je pense qu'ils ne voient pas les morts. Le problème de la pollution, c'est qu'il n'y a pas de mort identifiée. Sur ton certificat de décès, il n'y a jamais marqué que tu es mort de la pollution. Pourtant, c'est 16% des maladies cardiovasculaires qui elles-mêmes font 400 000 morts par an. Alors que tu peux être mort d'une cirrhose ou mort d'un cancer du poumon lié à l'alcool. Exactement. D'accord, donc la traçabilité est plus simple. Et peut-être pour toi, Cynthia, le modèle de la sécurité sociale de 1945 prévoyait de confier son pilotage aux acteurs et pas à l'État. On a dérivé, ne faudrait-il pas revenir à l'idée de 45 ? Alors, lecture particulière de 45. Oui, quand même, parce que l'État était quand même assez impliqué. Donc, je dirais pas tout à fait la même chose. En revanche, c'est des vieux débats, qu'on aille vers plus de décentralisation ou de travailler avec plusieurs types d'acteurs. On le fait, hein, malgré tout, aujourd'hui. On disait tout à l'heure, alors, si je prends des exemples, je vais vous donner un exemple qui est un peu sur le côté, mais qui montre quand même qu'il y a des changements. Nous, donc à l'Université des patients de Sorbonne Université, il faut savoir que la France a fait, il y a 15 ans, le choix de diplômer de manière nationale par le master des patients experts. Hein, bon, ça existe un peu partout sur le modèle dit de Montréal, etc. Mais la France a fait ce petit pas de plus qui n'était pas simplement des patients partenaires, qui étaient des patients experts, c'est-à-dire diplômés par le système national, masterisés, etc. Pour une raison très simple, c'est qu'on a un biais très légitimiste en France, et qui est que les patients experts, si on ne les diplôme pas, ils ne sont pas écoutés par les médecins. Je vais la dire de façon très désagréable, mais c'est comme ça. Donc, alors que dans d'autres pays, non, le vécu, le savoir expérientiel, c'est plus, c'est à prendre en considération, etc. Là, bon. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, après 15 ans, où sont allés nos patients experts ? Nos patients experts, ils sont allés pour un tiers dans les services oncologie, donc dans le système hospitalier, comme acteurs complémentaires pour justement faire que l'observance soit mieux, que comprendre que quand on a en fait un cancer, c'est ce qui était raconté tout à l'heure, en fait on est touché par toute une série de vulnérabilités et pas que sur la question de l'organe, mais on va être touché sur la question économique, sur la question affective, sur la question psychique, etc. Et que donc le patient expert aide à trouver le bon parcours de soins, nanana. Mais l'autre tiers, c'est dans les entreprises. Donc les entreprises, quand même, se sont saisies ces dernières années de manière un peu plus proactive, alors qu'elles étaient un peu en disant « mais mon Dieu, c'est quand même c'est du privé, donc c'est peut-être intrusif, quelle est la juste distance de l'entreprise par rapport à ça ?» Mais en fait, dans un monde où quasiment la moitié, si ce n'est même plus demain, des salariés vont avoir des maladies chroniques, si vous voulez, tout le monde ne va pas être en arrêt maladie. Donc en fait, tout le monde va travailler en étant malade. Donc c'est ça qui va se passer. Donc en fait, on a nécessairement besoin que les entreprises nous accompagnent différemment et soient des acteurs demain clés dans accompagnement, parcours de soins, les téléconsultations par exemple sur place dans les entreprises, ça marche très très bien. Les mecs vont faire du dépistage et de la prévention à midi et ça cartonne au lieu d'aller, etc. Vous avez la moitié des salariés qui sont des aidants, déclarés ou non. Donc, et donc la paire-aidance, le travail autour de la paire-aidance dans l'entreprise, c'est aussi important. Donc tout ça pour vous dire que malgré tout, là nous on est en train de créer l'Université des patients avec le professeur Tourette-Turgis, le premier bilan de travail, donc le bilan professionnel, hein, vous savez qu'on fait des bilans professionnels, qui inclut le cancer comme compétence. C'est pas neutre. C'est un gros renversement, ouais. C'est un gros renversement de dire tiens, et on est en train de le tester, entre guillemets, chez un assureur qui commence par A et qui finit par A. Mais je ne vous aurais pas dit qui. Donc c'est intéressant de voir que tout d'un coup, au lieu de considérer que, c'est-à-dire que la maladie,
au lieu d'en faire quelque chose de stigmatisé, de mettre à distance, que uniquement déficitaire, de voir un petit peu le capacitaire qu'il y a là-dedans, de considérer demain qu'au contraire, peut-être le travail doit mieux se corréler à cette question de la maladie chronique, comment, etc., etc. Alors, je pourrais vous poser des questions pendant 2 heures, mais malheureusement, on déborde. Donc, Jean-Marc Aussibal, monsieur le directeur général de Tutelaire, je vais vous laisser rejoindre le pupitre. Et le temps que Jean-Marc s'installe, comme ça, j'aurai peut-être mieux ma réponse au rôle des mutuelles à l'avenir. Il y a une question conclusive qui ressemble vraiment à la question du suicide de l'espèce, Jean-David. On nous dit quelle place pour la baisse de la fertilité dans les risques émergents. Quand René Friedman met le premier enfant au monde par FIV en 82, la petite Amandine, ça concerne... Premier français. Oui, mais bon, moi je suis chauvin. Aujourd'hui, c'est 1 couple sur 4 qui passe par de la procréation médicalement assistée, et on sait que l'exposition... Voilà, on dit... en général, on convoque des arguments misogynes en disant c'est parce que les femmes font des enfants trop tard, qu'elles font trop d'études, etc., etc. En réalité, on sait que l'exposition aux pesticides est le premier facteur. Bon, Donc, alors c'est sûr. Là encore, il y a des coupables qui sont plutôt bien identifiés. En plus, ça touche à une obsession des politiques qui est la natalité, puisque les politiques sont obsédés par la natalité, parce que ça touche à 2 zones qui sont les plus inflammatoires de tout ce qu'ils ont à faire, qui sont les retraites et l'immigration. Et si on a une bonne natalité, ça résout en grande partie l'équilibre d'un système de retraite et le problème qu'ils ont par rapport à l'immigration. Donc c'est pour ça que les politiques sont obsédées par la natalité. Néanmoins, la plupart de la baisse de la natalité aujourd'hui est volontaire, et une partie est involontaire, elle est dominée par l'infertilité, qui, là encore, est un truc qui coûte plus cher que ça ne rapporte aux industriels coupables, quoi. Donc c'est là encore un truc, on peut le faire, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'action. Ça aura été le leitmotiv de cette Eureka très, très agréable en votre compagnie. Si vous trouvez qu'ils ont été bons, vous pouvez les applaudir. Sinon, on écoute Jean-Marc, mais c'est vous qui savez. Et Jean-Marc, on va vous écouter conclure. Je m'en veux presque de retarder le moment où nous pourrons partager un verre, et je vois dans les yeux de certains que vous m'en voulez presque aussi. Mais je vous promets que je ne vais pas être long. Je tenais à remercier Cynthia Fleury et Jean-David Zetoun pour la pertinence et la grande qualité de leurs propos. Pascal Dimowski pour son témoignage poignant et engagé. Et Vincent Hédin pour l'animation de cette table ronde, dont j'espère qu'elle vous aura procuré autant de plaisir qu'à moi et qu'elle suscitera de nombreuses réflexions sur les défis auxquels est confrontée la protection sociale. Depuis son origine, Tutelaire œuvre pour le bien commun, pour améliorer la protection sociale et lutter contre les inégalités. Aujourd'hui, force est de constater qu'après avoir connu une période de progrès social, nous assistons à un cycle de régression qui conduise à ce que les inégalités se creusent. Pire que ce constat navrant, j'ai le sentiment que le principe d'inégalité sociale est de plus en plus considéré, du moins par certains, comme parfaitement acceptable. Ce n'est évidemment pas notre cas chez Tutelaire, nous qui estimons que toute inégalité sociale est porteuse d'injustice. Les défis que nous avons évoqués, vieillissement, nouvelles formes de vulnérabilité, dérèglement climatique, risques numériques, auxquels s'agrègent des tentations réactionnaires et des approches budgétaires déshumanisées, font porter au système de protection sociale un risque accru qui nous oblige à la plus grande vigilance. Comme il nous oblige à penser l'avenir autrement, à conjuguer plus que jamais solidarité et innovation pour que chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit sa situation, puisse compter sur un socle de protection durable. C'est notre ambition, et cette ambition, nous ne la portons pas seuls. Vous toutes et tous, qui nous accompagnez dans notre activité ou la partagez, quelle que soit la forme de cet accompagnement ou de ce partage, êtes les partenaires de cette ambition et participez à mener notre activité en conséquence. Je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant plus chaleureusement que, dans le contexte actuel, teinté d'incertitude et de brutalité, voire de violence, il est primordial que les bonnes volontés se reconnaissent, s'identifient, se regroupent et constituent des forces humanistes à même de définir des solutions de justice sociale et de bâtir les protections sociales de demain. Je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges autour d'un verre, et comme ces choses-là se méritent, je fais référence au verre, pas aux échanges, il me revient de vous annoncer que vous aurez à gravir 2 étages pour rejoindre la salle de réception où un cocktail nous attend. Merci encore pour votre présence ce soir et votre engagement à nos côtés.